Bonjour à tous et bienvenue à notre table ronde. Tout d'abord, un grand merci à l'équipe du Pharma Health Tech, Franck Lemeur, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, il faut le rappeler, et Pierre Sanchez. Et on est ravis avec toutes les personnes qui vont participer à cette réunion de partager notre vision de professionnels de la data autour de la question de la place de la donnée de vraie vie dans l'agenda des industriels de santé. Alors, avant de commencer et de vous présenter nos intervenants qui ont tous leurs expériences, je voulais juste un petit peu planter le décor parce que c'est un peu compliqué, c'est un environnement assez compliqué et on voulait déjà commencer par une définition. Je pense que l'équipe voulait absolument commencer par une définition, elle a totalement raison, c'était de dire que finalement, pour qu'on pose bien le cadre, la donnée de vie réelle, c'est la donnée qui est produite par le système de santé. C'est les données qu'on va collecter dans le dossier médical, c'est les données qui viennent du payeur, donc de l'assurance maladie, mais aussi des payeurs privés, et puis de plus en plus des données qui viennent des patients eux-mêmes, au travers des dispositifs médicaux ou au travers de leurs outils informatiques, smartphones, etc. Alors, cette révolution qui est attendue, on nous en parle depuis plusieurs années. Alors, il y a 10 ans, on parlait de meaningful use of data. Maintenant, on parle de real world evidence. On parle les contextes, enfin, les définitions évoluent un petit peu dans le temps. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que la technologie nous permet de consolider énormément d'informations, d'avoir énormément d'informations disponibles. Mais alors, est-ce qu'elle est vraiment utile pour la recherche? Parce que c'est un peu la question que tout industriel dans la santé va se poser. Est-ce qu'elle est suffisamment représentative en termes d'épidémiologie? Est-ce qu'on a suffisamment de recul sur ces données? Est-ce qu'elles sont suffisamment fiables dans le temps? C'est tout un ensemble de questions aujourd'hui totalement légitimes qu'aussi bien un industriel qui veut mener une étude, faire de l'IA, ou un payeur ou une autorité veut absolument avoir des certitudes, sur lesquelles va avoir des certitudes. Alors ces données, c'est une révolution attendue tout au long du cycle de vie de la vie du produit. Alors on va chercher, grâce à ces données, à mieux comprendre. Elles permettent, parce qu'elles sont utilisées en vraie vie, de mieux comprendre une maladie, mais comprendre une épidémiologie, comprendre des schémas de prescription, ça c'est très très important lorsqu'on veut préparer un dossier. Il y a évidemment, une fois que le produit est sur le marché, toute la partie de redémonstration, redémontrer une efficacité, comprendre les coûts efficacité des médicaments, et puis toute une partie d'innovation en tant que telle, innovation beaucoup portée aujourd'hui sur le thème de l'intelligence artificielle, dont la donnée est quand même la matière première, intelligence artificielle qui permet de prédire, prévenir, personnaliser les soins, mais c'est aussi une révolution pour les essais cliniques eux-mêmes, puisque de plus en plus, dans les maladies rares, où on ne peut pas avoir de bras comparateur, on va chercher à utiliser les données de vraie vie pour créer des arbres synthétiques de manière artificielle. Alors, tout cela est un Eldorado, on en annonce une révolution, mais le gros problème, c'est que cette donnée, parfois, est incomplète. Elle doit s'enrichir, et on voit bien aujourd'hui, dans la compétition mondiale dans laquelle on commence à vivre aujourd'hui sur ces données de santé, qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à une donnée qui corresponde exactement à la demande à un moment donné. Donc, il va falloir l'enrichir. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir demain créer des champions dans une filière donnée qui vont avoir l'agilité de pouvoir faire évoluer les données, d'avoir suffisamment de rétrospectives, etc. Et c'est tout le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui, où on a plusieurs intervenants qui vont nous poser 3 cadres en fait à notre question. Nous allons avoir le point de vue des utilisateurs, soit laboratoires pharmaceutiques, soit experts de l'IA. On aura le point de vue des producteurs, ceux qui aujourd'hui fournissent la donnée, et puis le point de vue du réglementaire, du régulateur. Alors, évidemment, dans chacun des rôles, autour de la table, je vais donc vous les présenter. Nous avons donc, pour les représentants des utilisateurs, Ingrid Dufour-Bonamy, donc qui est experte en données pour le groupe Bayer Pharmaceutical, experte également sur les données, sur les études de vraie vie. Nous allons avoir toujours sur les utilisateurs de ces données Alexandre Templier, qui dirige notre société Quinten. Quinten qui est un expert aujourd'hui sur la donnée de vraie vie et sur l'intelligence artificielle autour de cette donnée de vraie vie. François Guirec-Champazot qui lui va nous représenter la partie plutôt production. Alors lui, il a une double casquette parce que c'est à la fois une société qui fait de la télésurveillance de patients en oncologie, mais qui a une solution pour apporter et enrichir les données des bases de données existantes avec le point de vue du patient. Et enfin, nous aurons le point de vue du réglementaire, le point de vue du régulateur, avec Caroline Henry, fondatrice du cabinet Phase 4 Avocats. Alors, j'ai fait une longue introduction, ça semblait important de poser le cadre. Maintenant, je vais poser à nos amis interlocuteurs et producteurs ou utilisateurs de données, quels sont les usages que vous en avez chacun. Je vais peut-être commencer par vous, Ingrid. Pour Bayer, à quoi servent les données de vraie vie et comment vous les utilisez ?
Alors nous, chez Bayer, en fait, Romain, la donnée de vraie vie, elle va nous permettre de répondre à plusieurs enjeux, à la fois des enjeux autour de l'accompagnement de notre pipeline et des molécules, mais aussi sur des enjeux autour de projets d'innovation. Alors sur le pipeline et sur les molécules, donc on a des utilisations de données de vraie vie pour accompagner la recherche et développement, mais aussi et de nombreux enjeux autour du market access, donc pour accompagner le lancement des nouvelles molécules, pour réévaluer les dossiers tous les 5 ans sur les molécules qui ont déjà des AMM, et puis aussi sur toute la partie safety et pharmacovigilance. Donc ça, c'est sur le versant plutôt médicaments. Sur le versant innovation aussi, nous, en tant qu'industriels, en fait, nous accompagnons les patients et les professionnels de santé dans le parcours de soins et dans la prise en charge thérapeutique. Et donc, l'utilisation de Real World Evidence va nous permettre d'accompagner des projets de télémédecine ou de digital therapeutics. Pour les professionnels de santé, c'est vrai qu'on travaille aussi sur l'accompagnement de nouveaux outils pour faire de la prévention, du diagnostic ou bien de l'aide à la décision thérapeutique. Et donc, on utilise, comme vous l'avez précisé, souvent des outils d'IA pour accompagner donc ces applications, ces outils-là. Et donc, les données de vraie vie sont des vrais enjeux. Donc, c'est vrai qu'on a une large gamme de projets avec ces données-là. Donc on retrouve bien le triptyque comprendre, démontrer et innover avec l'intelligence artificielle. Et j'ai envie de dire, en fait, dans la mise en place de tous ces projets, le point d'honneur pour nous, c'est vraiment autour de 3 axes. On va dire sur la qualité de la donnée, l'interopérabilité des données, parce que quand on a des projets un peu plus complexes, du coup, on va utiliser différentes bases, différentes sources de données. Et donc là, il y a des enjeux majeurs, mais je pense qu'on en discutera autour de la table durant ce meeting. Et puis aussi tout ce qui est la disponibilité de la donnée, parce que finalement, quand on veut mettre en place un projet, in fine, il faut que les données soient disponibles pour pouvoir répondre à notre projet scientifique. Donc qualité, interopérabilité et disponibilité, donc c'est le quid de la data en fait, c'est ça. Exactement. Alors, parmi les utilisateurs, Alexandre, expert de l'intelligence artificielle sur les données, comment vous travaillez la donnée, à quoi elle vous sert ? Bien, la donnée de vie réelle nous sert, et la donnée en général, chez Quinten et chez Quinten Health en particulier, nous aide en somme à aider à la décision en réduisant l'incertitude. Et on fait ça pour différents types d'acteurs. On fait ça bien sûr pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est le sujet du jour. On fait ça aussi pour les professionnels de santé, mais aussi pour les agences et bientôt pour les payeurs. Sur différents usages assez précis, je vais donner quelques exemples. Pour l'industrie pharmaceutique, l'enjeu principal des données de vie réelle, c'est la représentativité. C'est-à-dire qu'on est effectivement capable, par opposition à ce qui s'est fait jusqu'à présent, où plusieurs études ont montré que les études cliniques jusqu'ici, donc les études qui sont limitées dans le temps, qui cherchent à évaluer et démontrer l'efficacité et la sécurité des produits, portaient sur des patients qui correspondaient à peu près à 15% de la population cible. Donc c'est un problème. On comprend d'ailleurs du coup le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on démontre dans les études cliniques et ce qu'on voit ensuite dans la vraie vie ou même entre les études cliniques. Donc il y a un premier enjeu, c'est comment est-ce que je conçois mon étude clinique pour choisir les bons critères d'évaluation, les bons critères d'inclusion, d'exclusion, pour que je maximise ma chance de succès, que je maximise ma chance de démontrer la qualité de mes produits, tout en étant représentatif de la vie réelle et sans tomber dans les pièges des différents phénotypes, etc., qu'on va pouvoir aller appréhender grâce aux données de vie réelle. Premier exemple. Ça, c'est vrai dans les études R&D, c'est vrai aussi dans les études post-autorisation pour notamment négocier les prix. Puis le deuxième usage principal que j'aimerais évoquer dans cette introduction, c'est ce qu'on fait pour les professionnels de santé. La deuxième vertu de ces données de vie réelle, c'est qu'elles sont disponibles non seulement massivement, de manière représentative, mais par patient. Or, si on veut faire l'aide à la décision, développer des modèles d'intelligence artificielle pour réduire cette incertitude, pour que ça soit utile pour les médecins et les patients, eh bien, ces modèles doivent être construits sur des données qui seront disponibles pour les médecins et les patients au moment de la prise de décision. Ça veut dire qu'on est obligé de travailler sur ces données-là. Et un premier exemple, le premier produit qu'on est en train de lancer, l'annonce est faite aujourd'hui même, c'est le produit qui s'appelle Pharmia et qui aide les pharmaciens d'hôpitaux à sécuriser la revue des prescriptions qui émanent des différents services de spécialité avant la délivrance. Donc un parti pris, un usage d'un côté pour l'industriel, mais qui doit servir également l'exercice du soin. Absolument. C'est un peu votre motto, on en avait beaucoup parlé ensemble. Oui. Maintenant, je voudrais me tourner vers François. Alors François a un statut un peu particulier dans la table parce qu'à la fois c'est une solution innovante de télémédecine, télésurveillance et puis c'est aussi une solution pour collecter la vie du patient. Alors pour vous, comment vous utilisez la donnée, à quoi ça vous sert ?
Alors, déjà, en tant qu'industriel qui développe un dispositif médical logiciel de télésurveillance, on utilise la donnée de vraie vie pour démontrer la pertinence de notre solution et pouvoir la déployer dans les établissements de soins et améliorer la prise en charge des patients en oncologie. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, on évalue des algorithmes de classification clinique qui constituent la classification dispositif médical. Il s'agit de vérifier en soins courants avec ces données de vraie vie, donc que le patient qui a été classé en rouge, eh bien, il est bien dans un état grave, et le patient classé en vert, il n'est pas passé par les urgences. Ça, c'est une première étape absolument nécessaire pour que le dispositif puisse être déployé sereinement par des équipes soignantes. Et puis après, il y a une deuxième phase d'évaluation qui consiste à évaluer l'adhésion des patients à ces dispositifs en fonction de leur âge. En oncologie, on a beaucoup de patients âgés et on a beaucoup aussi d'idées préconçues sur l'adhésion de patients âgés à ce type de dispositif. Pour notre part, on a présenté des données avec le service de santé des armées au congrès de l'ESMO tout récemment et qui démontrent une excellente adhésion des patients âgés à notre dispositif. Et on a également évalué la satisfaction des utilisateurs, tant soignants que patients. Cette fois-ci dans une étude un petit peu plus large présentée toujours par le SSA au congrès de l'ASCO en juin dernier. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui concerne l'évaluation sur l'usage, la pertinence des algorithmes, etc. pour un déploiement en soins courants. Ensuite, il y a l'accès au marché, être remboursé par les autorités de santé. Aujourd'hui, vous avez deux possibilités pour démontrer une efficacité d'un dispositif tant sur le plan de la survie, de la qualité de vie, ou sur le plan de bénéfices médico-économiques, réduire les hospitalisations d'urgence, réduire le coût global de la prise en charge d'un patient. Et donc l'approche traditionnelle qui est très proche finalement calquée sur le développement d'un médicament et qui est assez peu compatible avec les moyens d'une start-up, c'est l'essai randomisé sur différentes pathologies. On a différentes solutions comme MoveCare dans le passé ou des solutions développées par le Dr Bach aux États-Unis qui ont fait cette démarche. Aujourd'hui, on a quand même un certain niveau de preuve par les essais randomisés que sur le fait que le principe de la télésurveillance est relativement positif pour l'ensemble des patients. Et donc on peut essayer d'avoir des approches innovantes, différenciantes, à partir des données de vie réelle, en faisant des études de cohorte, qui est l'approche que nous avons adoptée, et dont l'objectif, en fait, est de déterminer si la prise en charge de nos patients via notre plateforme va permettre des économies au système de santé au plan de la réduction des hospitalisations d'urgence. Alors comment on le fait? On utilise les données de vie réelle collectées par notre application. On essaye de chaîner ces données avec les données du Health Data Hub et on compare le coût de la prise en charge ou le nombre d'hospitalisations sur les patients qui sont suivis par notre plateforme versus des échantillons comparables qui n'ont pas été télésurveillés. Et avec cette approche, on a des coûts évidemment beaucoup moins importants. On a aussi une démarche de recherche clinique qui va être beaucoup moins lourde et longue dans le temps, puisque le temps d'une start-up, c'est pas le temps d'un industriel. Et donc, on peut essayer d'apporter des niveaux de preuve supplémentaires pour avoir accès au remboursement. Et par ailleurs, les dernières intentions du gouvernement présenté par le gouvernement Macron donc, en juillet dernier dans le cadre de la présentation du plan Ma Santé 2030 prévoit l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance. Et donc en ce moment même, il est discuté au niveau du ministère avec les différents partenaires, différents acteurs, les conditions d'entrée dans le droit commun de la télésurveillance avec potentiellement, en tout cas nous l'espérons et nous militons pour cela, un remboursement au forfait pour les éditeurs logiciels et derrière des actes de télésuivi cotés pour les soignants de la ville comme pour l'hôpital, puisque jusqu'à présent on avait cette vraie difficulté pour les hôpitaux et les éditeurs avaient cette vraie difficulté à évaluer, à avoir un retour sur investissement, entre guillemets, sur l'usage de ces solutions. En fait, ce qui est un petit peu en filigrane de nos échanges, c'est que c'est une matière première qui sert le soin, qui est donc produite en temps réel et qui permet une évaluation en temps réel. Donc c'est la recherche en temps réel, auto-évaluée en temps réel. On est un peu en train de changer quelques canons d'évaluation, mais n'empêche que ça montre vraiment des perspectives très intéressantes. Alors, votre matière première à tous, c'est la donnée.
Alors, quel regard portez-vous chacun sur la donnée disponible? Parce que c'est votre première matière première aujourd'hui. Je vais me tourner naturellement vers Ingrid dans un premier temps. Laboratoire, cette matière première, quel regard portez-vous sur la donnée française? Et surtout que Bayer, c'est quand même un acteur international. Comment elle se positionne par rapport aux autres acteurs dans le monde? Donc nous, chez Bayer, notre objectif, c'est de faire avancer la recherche. Donc on a des projets de recherche et on cherche à optimiser le parcours du soin du patient tout en utilisant les données qui sont disponibles en santé en France. Alors comment on fait? En fait, on utilise principalement des cohortes et on met des études prospectives en place, mais on utilise aussi énormément et de plus en plus les bases de données qui sont à notre disposition. Donc on a beaucoup de projets qui sont focusés sur l'utilisation des données du Health Data Hub. Donc le Health Data Hub, tout le monde connaît. C'est vraiment la pratique courante qui est française qui est représentée. On a une rétrospective sur une dizaine d'années. On a des données en épidémio. On a des données d'assurance maladie. Donc c'est une base qui est très utile, qui nous sert beaucoup pour de nombreux projets. À côté du Health Data Hub, nous utilisons aussi également de nombreux registres ou bases ou cohortes privées qui sont reconnues par les sociétés savantes et que nous apparions donc, pour compléter les informations du Health Data Hub parfois, ou parfois nous les utilisons seuls. Et c'est vrai qu'on a un regard très positif en tant que filiale France. On a aussi cet engouement, comme le précisait François, au niveau national, donc porté par le gouvernement français, qui prône l'innovation, la recherche et l'utilisation des données. Ça a été réitéré en juin dernier, mais du coup, ça donne une attractivité sur l'utilisation des données françaises. Et j'avouerai que, en tant que filiale, on est très bien positionné lorsqu'on est challengé par notre maison mère sur l'implémentation de projets et l'initiation de projets sur le territoire français. Parce qu'en fait, il y a une aura autour de toute l'utilisation de ces données qui est très positive et du coup c'est vraiment reconnu au niveau européen et au niveau international. Donc en fait on a un positionnement facilité pour conduire des projets en utilisant notamment le Health Data Hub mais aussi toutes les cohortes privées et donc en fait on initie des projets en France assez facilement. Et on est même sollicité par parfois des collègues européens pour valider des projets qui auraient été menés dans d'autres pays sur nos bases françaises. Donc c'est un atout majeur et j'ai envie de dire qu'on est très fiers finalement de cet engouement et de cette richesse et robustesse autour de ces données de santé. Donc c'est plutôt positif. La France, c'est the place to be en Europe pour faire de la data. C'est vrai qu'on se tourne souvent vers la France pour avoir des conseils, des avis, pour mener des projets parce qu'on a cette diversité de base et c'est vrai que c'est super finalement d'être dans cette filiale française. Donc on est dans la course. Voilà, on est dans la course. Néanmoins, j'ai envie de préciser, je pense que en tant qu'acteur aujourd'hui autour de la table, on en a déjà discuté ensemble, mais il y a un point qui est quand même essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le professionnel de santé et son équipe sont au cœur en fait de la collecte et de l'implémentation de ces données dans les bases. Il faut vraiment qu'on continue, je pense, à travailler avec eux pour à la fois les aider, mais faciliter aussi ce travail de complétion de la donnée dans ces outils pour que demain, la France reste toujours très compétitive. Absolument. Donc l'enjeu, c'est quand même un enjeu de qualité à la source. Du coup, je me retourne vers vous, Alexandre. Votre point de vue sur la notion de qualité, c'est ce qui va demain faire la différence face à d'autres bases, c'est la qualité, l'accès, la facilité de l'accès. Quel est votre point de vue sur la qualité des bases françaises aujourd'hui et votre matière première, encore une fois? Alors tout d'abord, je commencerai par définir le concept de qualité, ou plutôt qualifier ce concept. Ce n'est pas un concept absolu, la qualité. Une base, quelque chose en général, mais les bases de données en particulier, n'ont une qualité que par rapport à un objectif, à un besoin. Ça ne veut rien dire, en fait. C'est non seulement pas binaire, on n'a pas des bases de qualité d'un côté et de non-qualité de l'autre, on a des bases qui sont plus ou moins adéquates par rapport à ce qu'on veut en faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, les bases de données qui sont générées par le soin sont massives, elles sont très représentatives de la population, mais elles contiennent finalement beaucoup moins de données, d'informations parce qu'on va pouvoir aller collecter de manière ad hoc pour remplir des objectifs que les données disponibles générées par le soin ne peuvent pas remplir. Donc, la première chose, c'est que je dirais que ce qu'on ressent, nous, en tant que spécialistes depuis plusieurs années de ces données, c'est qu'il y a une méconnaissance de la richesse contenue dans ces bases de données. C'est-à-dire que, en fait, elles ont l'air d'abord très complexes,
sont des codes un petit peu, comment dirais-je, c'est pas très explicite. Il y a des biais d'ailleurs, pour revenir à la question qui est de la qualité, il faut comprendre ces biais, il faut comprendre les limites de ces données, les conditions dans lesquelles elles ont été collectées, pour justement faire ce qu'il faut pour les minimiser, ces biais. Et je dirais que l'un des bénéfices majeurs que je n'ai pas évoqué tout à l'heure et qui n'a pas encore été évoqué ici, c'est que l'un des principaux intérêts de ces données générées par le soin, c'est précisément de permettre de réduire le nombre de patients et le nombre de variables nécessaires quand on va chercher à établir des preuves complémentaires. C'est-à-dire que non seulement ça peut aider à optimiser les critères d'inclusion, d'exclusion, les critères d'évaluation pour faire le lien entre le bénéfice à court terme, le résultat à court terme, l'efficacité à court terme et les bénéfices à long terme, mais ça peut aussi aider à faire des simulations, à anticiper, inférer des variables dont on a besoin, qu'on ne voit pas de manière brute et qu'on a tendance à aller chercher de manière prospective, ce qui met l'industrie régulièrement dans des situations où la collecte de données complémentaires est longue, coûteuse, incertaine dans son résultat, alors même que ces données de VIREL qui sont a priori peu qualitatives, j'entends souvent dire oui mais elles sont pauvres, elles ne sont pas de très bonne qualité, encore une fois ça ne veut rien dire, ça dépend ce qu'on veut en faire. Et force est de constater qu'on peut en faire beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que l'on pense. Et Ingrid semblait nous dire que, du point de vue de Bayer, il y avait beaucoup de données en France, il y a beaucoup d'entrepôts qui se créent. Quelle est un petit peu votre vision de cette, on va dire, émergence d'entrepôts dans beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui ? Alors c'est une bonne chose que les hôpitaux se fédèrent pour collecter de manière structurée leurs informations et les partager entre elles. On le disait tout à l'heure, la notion de souveraineté pour la France est importante et pour l'Europe par rapport au cloud dominant américain, chinois, etc. Mais la question de la souveraineté, on voit qu'elle se pose aussi a priori pour les hôpitaux qui n'ont pas forcément envie de mettre leurs données dans des bases nationales. Et je pense que c'est vraiment une évolution des mentalités qu'il faut appeler de nos voeux et essayer de favoriser. Je pense qu'il faut que ces différents hôpitaux et ces entrepôts apprennent aussi à parler ensemble le même langage. Parce que la qualité, c'est aussi la capacité à agréger toutes ces sources. On ne peut pas travailler qu'avec un entrepôt de données de santé. L'avenir pour notre pays et pour tous les gens qui travaillent sur cette problématique, qui est finalement de produire une meilleure santé pour les patients, c'est de se mettre ensemble et dans le respect des intérêts de chacun, y compris des hôpitaux et des entrepôts de données et des sociétés savantes qui, effectivement, généralement financent leurs recherches grâce à, on va dire, la contrepartie qu'ils peuvent avoir sur l'accès qu'ils peuvent autoriser ou aux analyses qu'ils peuvent réaliser pour le compte de ces industriels. Il y aura des nouveaux modèles économiques, ils existent, et simplement il faut que maintenant les choses soient claires entre les différentes parties prenantes et que effectivement on débloque les choses, que ce soit plus fluide, quoi. Donc, merci, on a bien vu la première partie sur finalement la qualité, c'est aussi une question de finalité. Soyons très clairs sur ce qu'on cherche à avoir et on aura une donnée de qualité. Des initiatives aujourd'hui qui sont en train de se créer dans les établissements qui vont dans cette direction-là, notamment avec les sociétés savantes. On est beaucoup parti de l'hypothèse que la donnée venait comme ça, elle était disponible dans le système de santé. Mais est-ce que fondamentalement, il n'y a que le professionnel de santé qui peut fournir la donnée ou est-ce qu'il n'y a pas un autre acteur ? Et un autre acteur important, ça reste le patient. Ça reste le patient aujourd'hui. Est-ce que le patient va de plus en plus avoir une part prenante dans la prise en charge, enfin plus exactement dans la fabrication de ces données ? Alors je vais me tourner maintenant vers Caroline et vers Ingrid qui vont nous apporter chacune leur point de vue sur la question. Mais du coup, ça serait quoi un patient acteur pour produire une donnée selon vous ? Je veux bien commencer. Alors. Je pense qu'il faut être un petit peu plus large que le patient. Et je pense qu'on peut parler du citoyen, parce que finalement, en tant que citoyen, on est tous amenés à être un jour patient. Et finalement, en tant que citoyen, aujourd'hui, et on le voit et on en parlait, on est de plus en plus connectés. Du coup, on va générer de plus en plus de données, des données massives, dont des données de santé. Et donc, c'est là, en fait, où ça prend tout son sens, le patient citoyen. C'est c'est tout individu qui va être ultra connecté et qui va comprendre comment la collecte de ces données, le partage et l'utilisation vont pouvoir se faire. Et j'ai envie de dire, c'est un acteur incontournable, mais qui est décisionnaire aujourd'hui.
que ce soit pour la santé ou pas d'ailleurs. Et donc, c'est là où ça prend tout son sens et on va avoir du mal à mettre le patient de côté. Il faut vraiment l'inclure, il faut lui faire comprendre les finalités de recherche ou d'utilisation de ces données. Et peut-être un bon exemple à partager, c'est l'ouverture du DMP, le dossier médical partagé, qui est prévu pour janvier prochain. Eh bien, si on veut que le DMP soit un succès et que l'utilisation des données de santé de chaque citoyen puisse in fine contribuer à de la recherche, et ça va passer par une fédération de tous les citoyens à bien comprendre ce qu'on va faire de leurs données, développer de la confiance et embarquer le citoyen dans ce partage d'informations. C'est ce que disait Alexandre, il faut vraiment que tout le monde comprenne pourquoi on partage et c'est surtout comprenne les droits. Et du coup, c'est là où je passe la parole à Caroline. Ouais, je crois que Ingrid dit un mot extrêmement important quand même, c'est que le patient est décisionnaire. Parce que quand bien même on ne va pas collecter la donnée directement avec le patient, mais par l'intermédiaire des professionnels de santé, in fine, si le patient n'a pas envie que ces données soient partagées ou réutilisées, il peut décider de s'opposer au traitement de ces données. Donc on a vraiment ici une logique d'information, mais presque qui va, on a tous expérimenté le RGPD, ses complexités, ses arcanes et les réglementations supplémentaires en France, mais au-delà de ça, il y a vraiment un niveau d'information global sur les usages, voire les résultats. On le voit dans le SNDS. Dans le SNDS, on a une transparence des résultats qui a été instituée et c'est une façon d'embarquer le patient et de lui rappeler son rôle décisionnaire. Que l'on cherche à recollecter de la donnée directement auprès du patient ou qu'on cherche à collecter de la donnée à travers les professionnels de santé, il est important que même au-delà, j'allais dire, des obligations réglementaires, il y ait une information, une prise de conscience et qu'on gagne en confiance en redonnant cette place centrale au patient, en lui réindiquant qu'il est décisionnaire, que par sa contribution directe ou indirecte par le biais des professionnels de santé, il peut changer la donne. Et il y a, j'allais dire, un regard européen là-dessus. Une notion qui est assez intéressante, c'est l'altruisme en matière de données. On a aujourd'hui un règlement européen dans les tuyaux sur la gouvernance des données qui nous parle d'altruisme, comment chacun, on va vouloir contribuer à des missions d'intérêt général en partageant nos données et comment on va créer autour de ça un cadre de confiance qui va permettre à chacun de trouver sa place et de se sentir véritablement acteur du système. Donc la question de la confiance, la question du droit, en fait, droit d'opposition, ou plus exactement la possibilité de participer à un essai ou une étude, ça va être au cœur du dispositif de l'avenir et ça va être le principal rôle de l'acteur. Probablement, il y aura aussi un autre rôle qui va être un contributeur, c'est-à-dire qui va aussi pouvoir apporter ces données. On a vu des modèles assez innovants aux États-Unis où le patient décide d'apporter un certain nombre de données. Et du coup, je voulais me retourner vers François avec la société Curti que tu diriges. Et justement, vous avez un modèle très intéressant pour collecter cette donnée et comment elle vient enrichir aujourd'hui des bases existantes. Oui, alors déjà, j'aimerais revenir sur le pourquoi la donnée du patient va devenir essentielle et est déjà essentielle pour les autorités de santé, pour les académiques et pour les industriels du médicament. Elle est essentielle parce que jusqu'à présent, la donnée disponible dans les bases en construction ou dans les bases en construction qui est utilisée pour faire des études en vie réelle, c'est une donnée qu'on appelle la donnée d'efficacité. Elle est extraite des dossiers patients informatisés des différents établissements de santé et derrière on a donc une information saisie par le médecin dans une pratique de soins courants qui est la date de début de traitement, la date de fin de traitement, un motif de changement de traitement éventuellement, et puis les données de mortalité du patient. Donc on peut, à partir de ces données, faire des études d'efficacité pour dire que le traitement innovant sur un déploiement en soins courants à large échelle, en vraie vie, il a tel niveau d'efficacité qui est égal, voire meilleur peut-être, ou un petit peu moins bon, ça dépend des résultats, par rapport aux résultats qui ont été présentés dans des essais cliniques. Ce qui intéresse aujourd'hui les autorités de santé, comme les académiques, comme les industriels, c'est en vraie vie, avec des patients qui ont des comorbidités, avec des établissements de santé qui ont peu de moyens organisationnels, est-ce que le fardeau de la maladie des malades
quand on a 6 mois de survie sur ce traitement innovant, est vraiment positif et vraiment au meilleur bénéfice du patient. Parce que c'est pas pareil d'avoir 6 mois de survie avec un traitement innovant dans des conditions de qualité de vie qui sont exécrables que 6 mois de survie avec d'excellentes conditions de qualité de vie, et ça permet aussi d'ajuster le prix de remboursement d'un médicament. Donc c'est la raison pour laquelle la donnée du patient devient vraiment centrale. Quelle est sa qualité de vie, quelle est la symptomatologie qu'il va rencontrer tout au long de sa prise en charge. Et cette information, malheureusement, les médecins sont surchargés et n'ont pas le temps en soins courants de la collecter. Et donc c'est là où une société comme Curity, qui développe un DM de télésurveillance, et donc qui a une démarche par questionnaire avec des échelles validées au plan international en recherche clinique, sur l'observance, sur la qualité de vie ou sur la symptomatologie, va collecter en soins courants une donnée directement auprès du patient, donc sans effort pour le médecin, et va pouvoir derrière proposer ses services, et c'est ce que nous avons vraiment très logiquement fait, proposer ses services à des leaders d'opinion, des académiques, pour les aider, les renforcer dans leur démarche d'évaluation des traitements innovants, parce qu'on croit fermement que les académiques vont devenir vraiment essentiels et systématiquement impliqués dans ces démarches d'évaluation des traitements innovants. Et donc nous, on propose tout simplement à des académiques qui ont initié des démarches de base de données pour évaluer ces traitements, de compléter ces approches avec des études de cohorte qui impliquent une collecte de données sur le fardeau de la maladie. Donc comme je vous le disais, qualité de vie, symptomatologie, et en prenant toujours en compte le ressenti du patient sur les symptômes, ce qui est très important. Il y a une vraie différence entre un symptôme coté par un médecin et un symptôme coté par un malade. Et donc c'est ça qu'on propose, puisqu'on a, nous en tant qu'industriels, un focus sur la qualité de la plateforme permettant l'adhésion des patients et en plus de ça, c'est encore plus logique quand on sait que la télésurveillance rentre dans le droit commun et va être généralisée comme standard de soins dans les mois ou années à venir. Et donc le modèle économique de Curity, il est dual. Il repose d'abord sur le modèle classique d'un industriel qui produit un dispositif médical logiciel et qui a vocation à être remboursé comme une thérapie numérique qui apporte un bénéfice au système de santé et aux patients. C'est le premier volet. Et puis le deuxième volet, naturellement, qui vient en tant que producteur de données pour accompagner des académiques. On propose à ces groupes de recherche académiques nos services pour les aider à lancer des études de cohorte avec notre plateforme qui collecte une donnée de qualité fine, longitudinale, et permet cette évaluation des traitements innovants à la lumière du fardeau de la maladie. Et donc, parmi nos projets de développement, on a plusieurs projets d'études de cohorte. Un premier projet sur une étude de cohorte dans le cancer du sein métastatique. On a recruté à cet effet, avec l'accord du président du Unicancer, le docteur David Perrol, qui est le directeur de la recherche clinique au centre Léon Bérard, qui est un méthodologiste spécialiste de la Real World Evidence, qui est très impliqué évidemment dans le programme ESME d'Unicancer. Et avec le docteur Perrol, on engage le design d'une première étude de cohorte sur le cancer du sein métastatique qu'on espère pouvoir porter en partenariat avec l'institution prochainement. En tout cas, c'est des projets qu'on va designer et qu'on va proposer à différents groupes de recherche académique dans les mois à venir, une fois maintenant qu'on a fait la preuve de la capacité de notre logiciel à collecter cette donnée de qualité et avoir un logiciel qui fonctionne bien en soins courants. Merci. Alors, on l'a bien vu, la France a des atouts pour constituer des bases de données. On a parlé de l'enjeu d'avoir des champions par filière qui soient forts. On a compris qu'on allait pouvoir utiliser les données qui étaient déjà existantes. On a vu qu'on allait pouvoir les enrichir et que ça va être la principale fonction de ces champions de la donnée par filière. Finalement, c'est quoi un petit peu la recette d'un champion de la donnée, d'une filière qui veut demain être une référence au niveau international? Alors, je me retourne vers vous, Alexandre, pour avoir un peu votre vision de comment doit s'organiser un champion de filière. Alors, vaste question, ça dépend de son métier, j'ai envie de dire. Je vais vous donner notre exemple. Alors, c'est pas qu'on a comment dirais-je, on a effectivement des ambitions et qui s'appuient sur notre expérience, et notre expérience, elle nous mène à quoi? Elle nous mène à constater qu'il y a énormément d'enjeux et de mobilisation autour des données, des bases de données. Il nous faut des bases de données de qualité.
François vient de le rappeler, elles ne peuvent se constituer qu'autour des pathologies avec des experts académiques. C'est du bon sens. Donc ensuite, à quelle échelle et quel réseau de bases de données de référence et d'experts? Ça ne va pas se faire au niveau français uniquement, ça va se faire au niveau européen, voire international. Donc l'accès à la donnée, c'est majeur. Et rien ne peut se faire derrière s'il n'y a pas ça. Et je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin. Comme on disait dans les années 70, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a des visions en France. On est créatifs, on arrive quand même à travailler ensemble de temps en temps. Et je crois et on est convaincu chez Quinten, et on constate que le marché l'est aussi, même si ce n'est pas vraiment formalisé. On est convaincu, et le marché l'est aussi, je répète, que l'étape d'après, c'est d'aller aussi vers des modèles de référence. Au-delà de bases de référence, c'est des modèles de référence. Pourquoi? Parce que l'accès aux données et les registres de référence, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, si on a des registres de référence, mais qu'il y a autant de modélisation et de modèles que de besoins. On parle de modèles de données, là. De modèles, oui, de modèles, c'est-à-dire d'algorithmes pour extraire la connaissance de ces données. Je m'explique. En fait, avec ces données, il y a trois grands aspects qu'on peut bien appréhender à travers une compréhension fine. Il y a l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire des signes présymptomatiques qui annoncent l'arrivée d'une maladie. Là, il y a un enjeu clé, c'est diagnostiquer de manière plus précoce des pathologies. Maladie du Gras, cancer, comme le cancer du pancréas, qui est souvent et systématiquement détecté trop tard. Ensuite, il y a l'hétérogénéité, les sous-types, les phénotypes. Les sous-types dans la progression, il y a des sous-groupes de patients qui progressent plus vite que d'autres. Les facteurs de complications, de réhospitalisation, de décès précoces. Tout ça, ce sont différentes dimensions d'une meilleure compréhension de l'histoire naturelle de maladie. Alors, chacun ne va pas avoir ses propres modèles à terme. Je veux dire, chacun est en train de faire ça aujourd'hui et ça ne va pas durer très longtemps. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est fait soit pour prendre des décisions par les médecins pour les malades, soit pour prendre des décisions par les industriels pour mieux développer les produits plus rapidement, de manière plus efficace, de meilleurs produits, soit pour mieux les faire prendre en charge par la collectivité. Or, là, il faut générer des niveaux de qualité en termes d'évidence et de certitude et des réductions de l'incertitude qui ne peuvent pas, comment dirais-je, ne sont pas compatibles avec une grande variabilité. Tout comme on ne peut pas aujourd'hui se contenter de la variabilité qui est au niveau de la qualité des données. Demain, on ne pourra pas se contenter de la variabilité qu'il y aura au niveau de la qualité des modèles et des algorithmes. Et donc, les agences réglementaires ne s'y trompent pas puisqu'elles sont en train, en ce moment même, et d'ailleurs on contribue à ces travaux chez Quinten, de définir des recommandations pour la modélisation à partir de données de vie réelle en utilisant l'intelligence artificielle dans le cadre de notamment des études cliniques. Ces recommandations seront publiées l'année prochaine et entreront en vigueur en 2024. Ça veut dire que dès 2024, les modèles de référence seront incontournables. C'est dès maintenant qu'il faut y travailler et c'est ce qu'on fait chez Quinten. Donc il y a en fait un enjeu de consolidation, on va dire de structuration aujourd'hui qui est très important, homogénéisation plutôt des modèles de données, probablement des questions aussi de rassemblement d'acteurs, parce qu'aujourd'hui il y a des bases à gauche à droite qui traitent probablement du même sujet, on l'a vu tout à l'heure de manière un peu dispersée en termes de modèles de données, mais va se poser quand même la question du financement assez vite, parce qu'on ne va pas avoir 4 champions sur un même domaine. Il y aura de toute façon une logique de concentration à imaginer et du coup je me retourne maintenant vers Ingrid parce que ces logiques de concentration doivent servir quand même un intérêt qui est de pouvoir parler à l'industriel, de pouvoir offrir un cadre de recherche. On l'a bien vu, produire de la donnée ça va coûter cher, c'est parti pour coûter très cher très longtemps. Comment quelle va être la place de l'industriel dans la constitution de ces champions par filière dans les années à venir? Comme le dit très bien Alexandre, en fait, il y a une évolution qui se dessine. Il faut que vraiment on soit complètement acteur aujourd'hui pour demain être fin prêt pour développer tous ces projets. Alors moi, je vais parler que peut-être d'un type d'exemple, puisqu'il y en aura d'autres qui seront cités, mais un bon exemple pour avancer ensemble dans l'innovation et dans la recherche, ce sont entre autres les partenariats privés-publics dont on parle de plus en plus. Nous, chez Bayer, nous avons effectivement signé un partenariat avec la Et en fait, ce type de partenariat, c'est vraiment très
très concluant et très positif. Alors, on a défini ensemble des axes de recherche et en fait, on mutualise les financements, l'accès aux données et, in fine, les projets sur lesquels nous travaillons. Donc, on a défini deux grands piliers dans ce partenariat avec la PHP. Le premier pilier est autour de l'utilisation des données de santé et l'approche innovante avec des outils d'IA. Et donc, dans ce pilier-là, finalement, la PHP met à disposition l'accès aux entrepôts de données de santé de la PHP sur des projets ciblés pour que nous avancions en même temps. Et Bayer met à disposition de l'expertise, des ressources humaines, notamment des équipes de data science qui sont dédiées à ces projets. Et donc, nous mutualisons nos efforts pour avancer dans l'innovation et la valorisation des données françaises. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier que nous avons défini de travailler dans ce partenariat, c'est l'optimisation du recrutement des patients sur les sites de la PHP, donc c'est-à-dire mettre un accent prioritaire sur la recherche clinique et les études cliniques en France sur les centres de la PHP. Donc on utilise aussi des techniques assez innovantes pour recruter les bons patients pour les bons essais au bon moment, et donc on travaille en collaboration avec la PHP. Et c'est vrai que ces nouveaux partenariats privé-public, ça fait de la mutualisation et ça nous permet d'avancer ensemble sur des projets communs. Et je pense que c'est exactement ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que demain, il faut qu'on avance tous les acteurs de la santé sur des projets. On ne peut pas travailler tous dans notre coin de façon complètement indépendante, ça va coûter beaucoup d'argent. On va multiplier les projets, in fine, on va peut-être avoir des projets qui vont être contradictoires. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et ce type de partenariat, c'est vraiment des partenariats d'avenir. Et nous sommes vraiment ravis chez Bayer de ce partenariat. Donc, une vraie logique de filière avec des partenariats publics-privés qui consolident peut-être différents hôpitaux autour d'un objectif commun. Et on avait vu tout à l'heure qu'avoir une bonne finalité, c'est le gage d'avoir une bonne qualité de données. Tu veux intervenir ? Oui, si tu permets, peut-être compléter ce que vient de dire Ingrid et compléter ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure, parce qu'il y a trois grandes dimensions. En fait, il y a l'histoire naturelle de la maladie que j'ai évoquée. Ensuite, il y a le standard of care, c'est-à-dire les produits déjà commercialisés. Et ensuite, il y a les produits en développement. Il faut bien comprendre qu'en fait, les enjeux, on va dire, privés de chaque laboratoire, non mutualisable, c'est autour des produits en développement. Ça veut dire que l'histoire naturelle de la maladie, le standard of care, les modèles doivent être communs. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dispersion des investissements assez incroyable qui ne profite à personne. Au contraire, elle nuit à tout le monde. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire. On a plusieurs modèles en cours de développement où il y a des coalitions qui se forment pour justement avancer sur ces modèles communs, sur ces deux dimensions et qui donnent la possibilité par ailleurs d'articuler ses propres modèles, ses propres données avec ces modèles de référence. Ça qui est important. Logique de coalition dans la finalité, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un acteur financeur, le laboratoire, c'est aussi un participant, quelqu'un qui participe à la définition des objectifs et du cadre commun qui va s'appliquer dans l'ensemble de la filière. Alors peut-être un dernier mot de François, bien sûr, de ton expérience. La notion de coût de la production des données, jusqu'à présent, vous le disiez, donc il y a des études prospectives, observationnelles extrêmement coûteuses, portées singulièrement par des industriels avec des CRO, et c'est pas une approche qui peut se pérenniser dans le temps, parce que les prix de remboursement sont fixés aussi en fonction du coût de la R&D, et les essais cliniques sont extrêmement chers. On ne peut pas avoir, pour prouver l'efficacité d'un traitement en conditions de vie réelle, de façon continue, comme c'est demandé aujourd'hui par les autorités, des coûts de production de données qui s'approchent des coûts des essais cliniques quand on rapporte cela au coût par patient. Et après, il y a le temps, le délai pour accéder à ces résultats quand on fait une étude prospective, avec une incertitude sur la capacité opérationnelle à bien délivrer l'essai clinique et à avoir les résultats attendus. Et ça, c'est encore une fois extrêmement problématique. Donc il est indispensable qu'il y ait des académies qui engagent des bases, qui réalisent ces bases de données et qui permettent la production d'analyses sur demande dans un délai très court.
et c'est un mouvement qui a été engagé par le programme ESME d'Unicancer, mais qui est suivi par d'autres types de programmes. Je pense CHIF sur le cancer du foie, porté par des académiques du CHU d'Amiens et d'autres CHU qui sont leaders sur la prise en charge du cancer du foie. Je pense à la base Melbase de la PHP et d'autres bases qui sont créées par des groupes coopérateurs en oncologie et qui ont cet objectif-là, en fait, avoir la capacité d'évaluer de façon continue les traitements innovants. Et puis cette nécessité est encore plus forte aujourd'hui quand on voit que des produits arrivent sur le marché extrêmement vite. Et donc être en capacité d'apporter une innovation sur le marché très rapidement, c'est important, mais il faut pouvoir la surveiller et l'évaluer dès qu'elle arrive sur le marché et pas seulement sur un petit échantillon de patients. Et donc voilà, c'est toutes ces raisons qui font que on a de plus en plus d'académiques qui engagent ces projets de base de données et qu'on a des industriels qui se coalisent pour pouvoir les financer parce que à l'échelle d'un industriel, c'est juste pas possible financièrement. Alors merci d'avoir prononcé le mot financement, parce que ça reste quand même au cœur un peu de la problématique. On voit bien tout l'enjeu aujourd'hui de l'investissement colossal qu'il va falloir faire dans les nombreuses années qui viennent pour continuellement avoir un jeu de données à jour, enrichi avec d'autres perspectives, les bases de données étant reliées les unes entre elles. Mais cet investissement, est-ce que c'est uniquement un investissement, on met comme ça quelques millions sur la table pour 3 ans, ou est-ce que finalement on ne va pas réfléchir à un nouveau modèle où il y a une vraie logique de monétisation de cette donnée, de monétisation, et on ne parle plus obligatoirement d'un partenariat public-privé autour d'un investissement, mais véritablement une participation à la création d'un acteur qui a un modèle économique sur lequel il y a un revenu. Et donc là, évidemment, naturellement, je me retourne vers Caroline pour parler de ce sujet-là. C'est aujourd'hui, quelle est un petit peu l'évolution de la monétisation de cette donnée? C'est un peu tabou encore, mais on voit bien que compte tenu des investissements, il va falloir quand même qu'on y aille. Alors, je ne sais pas si on monétise la donnée ou l'accès ou le service, en tous les cas, qu'on propose. Voilà. Ça, je crois que c'est important sur le plan réglementaire, c'est une précision importante. Ouais. Après, je crois qu'il y a vraiment un regard avec la présidence française de l'Europe qui doit se tourner vers l'Europe parce que l'Europe s'est saisie d'abord de la protection des données et ensuite de cet espace, de cette souveraineté en matière de données et de ce développement de la donnée pour faire de l'Europe une place prioritaire, une place de choix dans l'économie des données. Et dans ces projets de règlement européen, on a cette notion qu'on connaît, autour de laquelle le Health Data Hub est en train de construire quelque chose. Moi, j'utilise ce mot probablement impropre, mais de sacémisation de la donnée, avec cette idée, on a dans le futur règlement une idée que les opérateurs publics, les personnes publiques n'ont pas d'obligation de partager ces données, néanmoins qu'ils sont fortement incités à les partager avec un système de redevance qui devra évidemment être transparent, égalitaire et ne favoriser aucun, avec cette idée d'exclusion de l'exclusivité. On ne signe pas une exclusivité sauf si on a une bonne raison d'intérêt général de le faire et qui va permettre probablement de générer un entraînement dans le système avec un effort aussi au niveau de l'Europe de définir les rôles. Donc on aura d'un côté les intermédiaires, de l'autre côté les producteurs publics, et je crois que ça a été vraiment identifié au niveau européen, les blocages qu'on peut avoir dans le partage de la donnée publique, dont vous parlez beaucoup les uns et les autres, et puis les utilisateurs en aval. Vraiment une idée d'être un peu moteur dans le design de ce qui est en train de se faire autour de la donnée. Merci. Et alors, il y a un deuxième aspect qui est évoqué souvent, c'est un peu la notion d'agilité. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des autorisations et on sait très bien qu'on a besoin de ces autorisations. C'est ce qui fait aussi l'originalité et, je veux dire, l'intérêt du patient, d'avoir des gens qui contrôlent quand même que la donnée va être utilisée à bon escient. Mais ça pose aussi des questions d'accès. On parlait tout à l'heure la question de la compétition mondiale avec Ingrid. On est en compétition avec d'autres pays qui n'ont peut-être pas obligatoirement les mêmes approches que les nôtres. Est-ce qu'il y a quelque chose là aussi sur l'agilité, dans l'accès, dans la possibilité aussi d'étendre ces datasets? On en a beaucoup parlé, il va falloir les faire évoluer dans le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'apparaître dans le cadre réglementaire qui nous permettent un peu plus agiles? Alors,
ce cadre-là, qui est fait au niveau européen, aura nécessairement une incidence, un impact. Après, il y a deux choses. Il y a la réglementation telle qu'elle est et qui probablement va être amenée à évoluer, puisque si on se remet à l'échelle européenne, chacun a choisi d'ajouter ou pas, chaque État européen a choisi d'ajouter ou pas de la réglementation, ce qui est un frein néanmoins au projet européen et à l'Europe des données. Donc il y aura probablement encore un regard à avoir vers l'Europe. Mais au-delà de ce cadre qui permet aussi la confiance, il y a l'agilité des institutions à gérer les demandes, le flux de demandes qui est important. Et il y a ici toute une réflexion à avoir. Au sein du Healthcare Data Institute, des travaux sont lancés et j'ai le privilège d'y participer et de les piloter. Et on réfléchit beaucoup à savoir comment, sans forcément baisser le curseur de la confiance par cet encadrement réglementaire, on peut accélérer le processus. Merci beaucoup. Alors on me fait signe qu'on a beaucoup parlé parce que le sujet est passionnant, mais pour conclure, je pense que nous, notre expérience au niveau d'Alires comme CRO des données de vraie vie, vous confirmez beaucoup de nos intuitions de ce qu'on vit au quotidien. C'est qu'aujourd'hui la France a beaucoup de bases de données, que l'enjeu de l'avenir, ça va être de les enrichir de manière continue pour toujours pouvoir mieux répondre aux questions qui vont être posées par les industriels, par tous les acteurs de la recherche et de la filière. C'est des investissements, on vient d'en parler un bon moment. Ces investissements sont vraiment nécessaire, ça doit être une priorité parce qu'on a un enjeu, on l'a vu, d'attractivité de la recherche, mais il y a aussi un enjeu de souveraineté parce que probablement demain les donner des décisions d'accès à des produits sur des données qui n'ont peut-être pas été faites dans des cadres éthiques qui sont maîtrisés, peut-être qu'il peut nous arriver. Tout ça nécessite véritablement de repenser les logiques de filière, de coordonner les acteurs dans la production de ces données par rapport à l'objectif, avec un rôle de plus en plus important dans le financement des différents acteurs, notamment industriels de santé. Et donc, voilà les enjeux qui sont devant nous. Et écoutez, on espère que cette table ronde vous a permis d'un petit peu mieux appréhender justement la façon dont la donnée va chambouler l'accès au marché. Peut-être, j'avais une dernière question à poser à l'équipe avant, parce que j'y tiens beaucoup. Pour justement ce champion de filière, quelle serait votre recommandation? Alors, je vais commencer par Ingrid. Moi, j'ai envie de dire, pour le mot de la fin, restons motivés, parce qu'en fait, on a des experts en France, on a des belles choses, on a vraiment une vraie attractivité sur l'ensemble de ces aspects relatifs à la donnée de santé, la donnée de vraie vie. Et en fait, les projets de demain, on en a parlé longuement, se construisent aujourd'hui. Donc, motivation plus. Caroline? Oui, en deux mots, je crois qu'il faut vraiment laisser le patient au centre pour pouvoir avancer et gagner la confiance, et puis garder le regard bien tourné vers l'Europe, qui probablement dans les mois et années à venir propose un cadre favorable à l'expansion de l'exploitation des données en santé. François? Pour notre part, chez Curity, notre objectif, c'est avec cette ambition de devenir un champion européen de la donnée, c'est d'annoncer un premier partenariat avec un groupe académique leader pour construire une base de données sur une pathologie donnée avec un focus sur le fardeau de la maladie. Et j'engagerai tout acteur de notre secteur et qui a des ambitions sur ce segment, d'engager des académiques forcément, nécessairement, et de focaliser leurs propositions de valeur autour du fardeau de la maladie. Alexandre, mot de la fin. Je vais essayer de partager une conviction qu'on a chez Quinten, qui est que la médecine personnalisée, la médecine de demain, n'émergera que si nous unissons nos forces autour des pathologies et donc du patient. C'est en unissant nos ressources, nos données, nos savoir-faire, etc., qu'on réussira à faire émerger cette médecine qui permettra aux médecins de produire des soins plus efficaces et probablement moins coûteux. Merci beaucoup. Restez connectés pour l'atelier qui vient sur l'intelligence artificielle en santé, animé par Quantmetry. Merci.